voulais tout d'abord remercier les organisateurs de ce séminaire, en particulier de m'avoir invité à présenter nos résultats qui portent sur l'étude de l'alimentation, la relation entre l'alimentation, les contaminants chimiques et les effets sur la santé. Donc, tout d'abord, l'alimentation peut être considérée comme un vecteur d'exposition à plusieurs substances chimiques, parce que dans l'alimentation, on peut trouver des substances qu'on ajoute de manière volontaire à les aliments, comme par exemple les additifs alimentaires, ou des substances chimiques qui peuvent être présentes de manière naturelle et qui ont des capacités, des propriétés nutritives, donc notamment les macro et les micronutriments. Mais on peut trouver aussi des substances qui sont présentes de manière accidentelle dans les aliments, et donc on parle des contaminants chimiques. Les contaminants chimiques peuvent être des substances naturelles, comme par exemple les mycotoxines, ou des substances qui sont les résultats des processus de cuissance ou de préparation des aliments, comme par exemple l'acrylamide. Mais la plupart des contaminants chimiques, en fait, sont des contaminants qui sont les résultats de l'activité humaine, donc des polluants environnementaux. Il y a maintenant plus et plus d'évidences qui mettent en relation l'exposition aux contaminants chimiques avec la santé, en particulier avec les maladies non transmissibles, par plusieurs mécanismes d'action. Moi, notre groupe jusqu'au présent s'est surtout focalisé sur un groupe spécifique de substances, qui sont les substances, les polluants organiques persistantes, qui sont des substances qui ont été classées identifiées dans la Convention de Stockholm sur la base de 4 caractéristiques, qui sont leur toxicité, leur persistance dans l'environnement, leur capacité de se biocumuler et leur capacité de migrer sur de longues distances. Et en particulier, en raison de leur capacité de se biocumuler, ces substances ont contaminé la chaîne alimentaire et l'alimentation représente la principale source d'exposition pour la population générale, ou par population générale, on entend les personnes qui ne sont pas exposées dans le milieu professionnel. Et bien évidemment, ces substances sont présentes dans des très, très faibles quantités dans les aliments et leurs effets sur la santé ne sont pas évidents. Et donc, ça reste un défi quand même scientifique majeur, l'effet de détecter des petits effets dans un contexte de grande variabilité d'exposition et aussi des sensibilités individuelles. Mais par contre, le nombre progressivement plus grand des personnes qui sont exposées à cette substance fait aussi que une petite augmentation du risque relatif peut entraîner des problèmes de santé publique majeurs. Jusqu'au présent, on a surtout étudié les effets des substances en prenant une substance à la fois, ou plutôt une famille de substances à la fois, quand on sait que dans la réalité, un consommateur est exposé à un grand éventail de substances différentes en même temps, en particulier par exemple par l'alimentation, et que ces substances peuvent avoir des effets toxiques conjoints, qui peuvent être des effets additifs, mais aussi des effets par exemple synergiques. Et donc, en réalité, on devrait s'intéresser plutôt à l'exposition combinée ou à la coexposition. Ça veut dire à l'exposition à plusieurs produits en même temps, au mélange pour évaluer éventuellement ce que maintenant tout le monde appelle l'effet cocktail. Là, ça, c'est plus facile à dire qu'à faire parce qu'il y a comme évidemment des difficultés méthodologiques. En particulier, il faut se rappeler que ces substances, en suivant des relations de dose-réponse qui ne sont pas linéaires et pas monotones, il y a une forte corrélation entre les substances, donc ce n'est pas évident de savoir qui est responsable de quoi. Et en plus, il y a une forte corrélation entre les substances et les aliments qui représentent la principale source d'exposition. Et en plus, comme on a déjà évoqué, des interactions sont possibles entre les substances, de sorte qu'on peut voir des effets, par exemple, synergiques, qui n'est pas évident à étudier. En plus, pour rendre encore plus complexe ces scénarios, il faut aussi garder en tête que les contaminants chimiques peuvent avoir aussi des interactions avec différents composants de l'alimentation, et cette interaction peut avoir lieu à plusieurs niveaux. En particulier, par exemple, l'alimentation peut impacter la biodisponibilité d'un contaminant, de sorte que l'exposition interne finale peut changer parce que ça peut augmenter ou réduire la biodisponibilité d'une substance. Il peut y avoir les nutriments, par exemple, peuvent avoir des effets qui peuvent être additifs, synergiques ou antagonistes avec les contaminants, avec les substances chimiques. Donc, il peut y avoir des interactions au niveau toxique, on peut dire.
Et finalement, il ne faut pas s'oublier que l'alimentation joue un rôle toute seule vis-à-vis de la santé d'une personne, de sorte qu'elle peut augmenter ou réduire la vulnérabilité globale de l'individu par rapport à une exposition à des substances chimiques. Donc, c'est sur la base de tout ça que nous avons lancé un programme de recherche qui vise à développer une approche, on peut dire une approche exposome, pour étudier la relation entre l'exposition aux contaminants chimiques, prise individuellement, mais aussi prise en tant que mélange, et les maladies chroniques, les maladies non transmissibles, en tenant compte de l'effet modulateur de l'alimentation dans une étude basée sur une population humaine. Donc, aujourd'hui, je vais vous présenter en particulier deux études qu'on a menées dans le cadre de ce programme de recherche. Et ces deux études ont été construites dans le cadre de la cohorte E3N. Donc, je pense que la plupart d'entre vous connaissent la cohorte E3N, mais pour ceux qui ne la connaissent pas, très rapidement, la cohorte E3N, c'est une cohorte prospective en population générale, qui a débuté en 1990 avec l'inclusion de presque 100 000 femmes. Et au moment de l'inclusion, ces femmes étaient résidentes en France, âgées entre 40 et 65 ans et affiliées à la Mutuelle générale de l'éducation nationale. Ces femmes sont suivies par des questionnaires qui sont envoyés tous les 2 ou 3 ans. Et ces questionnaires nous ont permis de récolter un grand nombre d'informations concernant les statuts de santé et les modes de vie des participants. En particulier, les femmes de la cohorte E3N ont répondu à 2 questionnaires alimentaires qui ont été envoyés en 1993 et en 2005. Et ces questionnaires nous ont permis de récolter les informations concernant la consommation habituelle de plus de 200 items alimentaires différents pendant l'année précédant le remplissage du questionnaire. En plus, afin d'estimer l'exposition alimentaire aux contaminants chimiques de l'alimentation, nous avons fusionné les données de consommation alimentaire disponibles dans la cohorte avec les données de contamination alimentaire publiées par l'ANSES dans le cadre de la deuxième étude d'alimentation totale française. L'ANSES, dans cette étude, a mesuré 445 substances, dans plus de 200 items alimentaires différents. Et donc, cette nouvelle base de données nous a permis d'estimer l'exposition alimentaire individuelle à plus de 400 substances chimiques pour toutes les femmes de la cohorte E3N. Donc, les premières études que je vais vous présenter avaient comme objectif d'évaluer la relation entre l'exposition au mélange alimentaire au mélange chimique et les risques de mortalité dans la cohorte E3N. Donc, dans cette étude, on a inclus plus de 72 000 femmes qui avaient rempli le questionnaire alimentaire en 1993 et on a identifié 6 441 décès au cours de suivi. Nous avons identifié les principaux mélanges auxquels les femmes de la cohorte ont été exposées de manière chronique par l'alimentation à l'aide d'une méthode qui s'appelle le Personal Negative Matrix Under Approximation, le SNMU, qui est une méthode de réduction des dimensions. Et on a appliqué donc des modèles de Cox pour évaluer l'estimation de l'association entre les poids d'adhésion à ces mélanges et le risque de mortalité. Et on a testé plusieurs stratégies d'ajustement. Donc, on a identifié 6 mélanges qui expliquaient plus de 80% de la variance. Vous pouvez voir les substances qui contribuaient de manière majoritaire à chaque mélange. J'ai reporté aussi le nombre de substances incluses dans chaque mélange en se rappelant qu'une substance peut être inclue exclusivement dans un mélange, et aussi les groupes alimentaires qui contribuent de manière majoritaire à l'exposition au mélange. Donc, ce sont des résultats plutôt cohérents avec ce qu'on s'attendait. Mais par contre, les résultats qu'on a obtenus pour la suite n'étaient pas exactement ce qu'on pensait de retrouver parce qu'on a mis en évidence une absence d'association ou plutôt des associations inverses entre l'exposition au mélange et le risque de mortalité. Et en particulier, donc, je tire votre attention sur les mélanges 4 et 5 qui étaient caractérisés par l'exposition aux pesticides. Et bien évidemment, les principaux contributeurs, c'était d'une part les légumes et de l'autre part les fruits.
Donc, ces résultats ne changeaient pas un peu quand on a testé des autres stratégies d'ajustement, en particulier en ajustant sur les aliments, les groupes alimentaires qui contribuaient de manière majoritaire à l'exposition, et ni quand on a ajusté sur la capacité antioxydante totale de l'alimentation ou les pouvoirs anti-inflammatoires de l'alimentation. Donc, les enseignements qu'on a un peu tirés de cette étude, c'est que donc on n'a pas trouvé des associations, ou plutôt des associations inverses, et probablement ça c'est parce qu'on n'est pas arrivé à exclure l'effet des confusions résiduelles liées à l'alimentation, donc en particulier à la consommation de fruits et légumes. En plus, les SNMU est en méthode non supervisée. Et donc, c'est possible que dans le même mélange, on a des substances qui ont des effets opposés par rapport à l'outcome. Et donc, ça peut tirer vers une association nulle. Après, on s'est posé quand même beaucoup de questions aussi sur l'approche à suivre parce que cette étude a été basée sur presque 200 expositions à 200 substances. Mais dans la réalité, on sait que les personnes sont exposées à beaucoup plus de substances. Donc, est-ce qu'il faut être plus inclusif et ajouter des informations concernant l'exposition à d'autres substances? Ou par contre, est-ce que ce serait mieux de sélectionner a priori certaines substances pour améliorer après l'interprétabilité des résultats? Et finalement, bien évidemment, il faudra tester des autres approches, comme par exemple des approches supervisées. Je passe maintenant à la deuxième étude qui visait à étudier l'association entre les PBDE et les risques de cancer du sang, toujours dans la cohorte E3N. Donc, les PBDE sont des retardateurs des flammes, donc ces substances qui sont ajoutées à un grand nombre de produits pour réduire l'inflammabilité et sont classées comme polluants organiques persistants et connus pour agir comme perturbateurs endocriniens. Et il faut savoir que les PBD sont actuellement interdits, mais ils ont quand même contaminé l'environnement. Ils sont présents dans la filière alimentaire. Et c'est pour ça que l'alimentation représente toujours la principale source d'exposition pour la population en général, surtout pour les adultes, parce que pour les enfants, c'est un peu différent. Et des études récentes ont mis en évidence que les acides gras d'origine alimentaire et les PBD partagent les mêmes mécanismes d'absorption et aussi que l'huile végétale peut augmenter la bioaccessibilité des PBDE après la digestion in vitro. Donc, l'objectif principal était d'évaluer l'association entre l'apport alimentaire en PBDE et les risques de cancer du sein, mais aussi étudier la modification potentielle de cette association liée à la consommation de l'huile végétale. Donc, on s'est basé toujours sur la cohorte E3N et on a inclus presque 68 000 femmes qui avaient répondu au questionnaire, dont 5 686 ont développé un cancer du sang au cours de suivi. Donc, à l'aide des modèles des Cox, nous avons mis en évidence en fait, on n'a pas retrouvé une association statistiquement significative entre l'exposition alimentaire au PB2 et le risque de cancer du sang. Mais de manière intéressante, quand on a regardé l'interaction, on a trouvé l'interaction statistiquement significative avec la consommation de l'huile végétale et quand nous avons mené les analyses en stratifiant selon la consommation de l'huile végétale, on a trouvé une association positive et statistiquement significative entre l'exposition alimentaire au PB2 et les risques de cancer du sang exclusivement chez les fortes consommatrices d'huile végétale. Par contre, chez les faibles consommatrices, aucune association n'a été mise en évidence. Donc, pour nous, cette étude était plutôt importante parce que c'était les premières études à investiguer l'association entre l'exposition alimentaire au PB2 et les risques de cancer du sang. Et le fait que nous avons quand même retrouvé une association positive met en évidence le fait que les PB2 doivent être considérés comme une priorité en termes de santé publique et que d'autres études sont nécessaires pour confirmer notre résultat. Et en plus, le fait de mettre en évidence ce type d'interaction entre les contaminants chimiques et les aliments même peut être très utile pour élaborer des recommandations alimentaires spécifiques qui permettent de réduire l'effet toxique de ces contaminants qui sont déjà interdits, donc on ne peut pas faire grand-chose, mais qui ont contaminé la filière alimentaire et qui vont être présents encore pour des années et des années.
Donc, les perspectives de ce programme de recherche sont bien évidemment, comme on a déjà évoqué, de tester différentes approches pour étudier les effets cocktails, d'identifier des profils alimentaires qui peuvent maximiser les effets bénéfiques de l'alimentation et en même temps minimiser les effets néfastes de l'exposition aux contaminants, parce que de toute manière, ces études sont intéressantes si on arrive à proposer quelque chose en termes d'action de santé publique. Estimer des autres voies d'exposition, parce que la voie alimentaire, c'est la principale, mais ce n'est pas la seule voie d'exposition, en utilisant, si possible, des méthodes un peu innovantes, comme par exemple les bracelets en silicone plutôt que des capteurs de poussière. Et tout ça, c'est pour estimer l'exposition agrégée. Ça veut dire l'exposition aux mêmes substances par plusieurs voies d'exposition, en utilisant, dans tous les cas, des modèles adaptés, comme les modèles PBTK. Et finalement, donc, évaluer l'association entre l'exposition agrégée, les effets sur la santé et en particulier aussi mettre en évidence les mécanismes biologiques sous-jacents ces associations-là. Plus en général, donc, ce programme représente une approche transdisciplinaire qui est le point de convergence entre l'épidémiologie nutritionnelle, l'épidémiologie environnementale et la toxicologie. Et tout ça, c'est pour pour cadrer dans un contexte plus vaste les résultats épidémiologiques et donc améliorer l'évaluation du risque de l'exposition aux contaminants alimentaires dans une population humaine. Donc, merci pour votre attention.